de la part du système politique, le courant conservateur, parce qu'il y a un courant moderniste dans le système, le courant conservateur a manipulé les deux partis conservateurs pour revendiquer, c'est-à-dire supprimer la liberté de conscience et l'officialité de la langue berbère, de la langue amazigh. Ils n'ont pas réussi pour la langue berbère qui est devenue officielle, mais ils ont réussi pour la liberté de conscience. Donc il ne s'agit pas du PJD, il n'a pas ce poids. Le PJD au Maroc n'a pas le poids pour supprimer une phrase de la Constitution, mais c'était le système qui voulait cela. Il voulait revenir aux lignes rouges parce qu'il a considéré que la Commission a dépassé les lignes rouges, d'où la punition de Mohamed Mou'tasim, le conseiller du roi. Il a été puni jusqu'aujourd'hui. Alors, Al-Fitna al-Kubra, notre ami qui a parlé des premières années après le prophète, vous avez tout à fait raison parce que j'ai écrit un article dans ce sens. J'ai écrit un article où j'ai rappelé Al-Fitna al-Kubra du passé et j'ai dit, est-ce qu'on n'est pas en train de nous diriger vers une nouvelle fitna de la même manière? Pourquoi? Parce que le Fitna al-Kubra, c'était quoi? C'était que les compagnons du prophète se sont entretués entre eux, ils ont instrumentalisé les textes coraniques contre eux. Et l'enjeu, c'était politique. Ce n'était pas un enjeu religieux, c'était un enjeu politique. Mais on a utilisé la religion dans ce combat pour les privilèges économiques et les privilèges politiques. Aujourd'hui, c'est la même chose. Pour les choix politiques, on instrumentalise la religion et malheureusement, il n'arrive plus, même ceux qui ont commencé ces activités, ils n'arrivent plus à les stopper aujourd'hui. Vous vous rappelez peut-être de l'Union des ulama musulmans, c'est une organisation internationale qui ont appelé les jeunes musulmans à participer à la guerre en Syrie. Maintenant, ils n'arrivent plus à arrêter le carnage. Et en Syrie et en Irak, la guerre n'arrêtera jamais tant qu'il n'y a pas de sécularisation, c'est-à-dire tant que les gens ne sont pas convaincus de la nécessité d'instaurer un état de droit pour tous les citoyens irakiens et pour tous les citoyens syriens. Aujourd'hui, l'Iran finance les chiites et l'Arabie saoudite et les autres États du Golfe financent les sunnites et puisqu'il y a beaucoup d'argent, la guerre ne s'arrêtera jamais. Mais un jour, ils vont se rendre compte qu'en fait, il faut un État pour tout le monde et que jamais ni les chiites ni les sunnites ne seront vainqueurs. Et là, ils seront convaincus de la nécessité de laïciser un peu, de séculariser l'État, parce que c'est la seule solution. C'est la laïcité. Sans la laïcité, les carnages ne s'arrêteront jamais. Ça s'est passé en Europe également, entre les catholiques et les protestants, des siècles de guerre. Et ça s'est arrêté parce que finalement, les gens sont devenus conscients de la nécessité de laisser le religieux à l'extérieur des institutions et de considérer que les lois doivent être c'est-à-dire des lois neutres pour gérer les affaires de toute la société. Alors, réformer comment? La réforme religieuse, comment? Tout simplement, la réforme religieuse en islam doit se faire par deux étapes. D'abord, de lier les textes à leur contexte historique, et c'est un travail vraiment considérable qui se fait par de nouveaux penseurs de l'islam, comme Rachid Benzine, que vous avez en France, et que peut-être il a peut-être donné des conférences à Lyon, oui, à Aix, il est à Paris. Rachid Benzine, dans son livre Les nouveaux penseurs de l'islam, dans son livre également Mohammed était-il musulman, dans d'autres livres, il essaye de faire une nouvelle lecture des textes de l'islam en essayant de les lier à leur contexte. Ça, c'est fondamental, parce que justement, ce qui est absent dans la pensée religieuse des fuqaha, c'est ça, on n'accepte pas l'histoire. D'un autre côté, il faut absolument qu'il y ait, c'est-à-dire un fiqh de la réalité, ce qu'on appelle en arabe fiqh al-waqi', le fiqh de la réalité, c'est-à-dire une pensée religieuse qui part tout d'abord et avant tout de la réalité humaine et qui donne à l'être humain la priorité, la primauté sur la religion. C'est-à-dire l'être humain d'abord et la religion vient après. C'est un instrument, c'est un moyen, mais un moyen qu'on peut utiliser dans le bon sens comme on peut l'utiliser dans le mauvais sens.
Et je crois qu'il faudrait revoir les dawabit al-ijtihad également. Et on a au Maroc des penseurs religieux qui ont avancé. Et on a en Tunisie également, comme des islamologues comme Abdelmjid Chorfi, qui a fait un travail considérable dans ce sens, et Dr Ahmed El-Khamlichi au Maroc, qui a fait un travail considérable, parce que lui aussi, il a critiqué les dawabit al-ijtihad, c'est-à-dire ces normes et ces dogmes qui ont été installés depuis des siècles et qui sont devenus aujourd'hui comme une religion. Alors, pour conclure, le système tribal, notre ami là-bas a parlé de l'institution de l'Amra. En fait, l'institution de l'Amra, c'était une institution qui reflète la démocratie locale des tribus berbères. C'est-à-dire, la gestion des affaires de la communauté se faisait à travers un conseil, des infles. Infles, c'est des gens élus par la tribu et qui gèrent les affaires de la communauté, mais à partir du droit coutumier, c'est-à-dire de l'urf, et non pas de la charia, et non pas de la religion. Le religieux, c'est-à-dire le fqih ou l'imam, il reste dans la mosquée, il n'a jamais fait partie de ce conseil. Pourquoi ? Parce que d'abord il est étranger, et d'un autre côté parce qu'on ne s'inspire pas de la religion pour gérer les affaires économiques, politiques et sociales de la communauté. Donc c'est une forme de sécularisation qu'on avait dans les tribus marocaines, comme en Algérie également, en Kabylie et dans d'autres régions du Maghreb. Et ça prouve que, en fait, cette séparation du religieux et du terrestre ou du temporel, c'est possible même à travers la culture ancestrale. Et c'est ce qu'on essaye de faire actuellement. Le mouvement berbère marocain, il essaye de trouver des racines pour les valeurs universelles dans la culture nationale. Je vous donne des exemples. Le partage des biens entre l'homme et la femme, c'était quelque chose que les fuqaha rejetaient. Mais quand on s'est inspiré du urf de Tamazzelt, c'est-à-dire une loi positive amazigh qui s'appelle Tamazzelt et qui appelle au partage à égalité des biens. Une femme, après 30 ans de mariage avec un homme, au moment de divorce, il faut qu'ils partagent parce qu'ils ont contribué tous les deux à cette richesse. Et c'est un droit coutumier amazigh. Le mouvement féministe marocain s'est inspiré de cette loi pour défendre le partage des biens et ça a été accepté en 2004. Et maintenant, ça figure dans le code de la famille marocain. C'est intéressant. Aujourd'hui, il y a des gens qui appellent à l'abolition de la peine de mort. Alors que la peine de mort, c'est dans la charia, d'accord, mais dans le droit coutumier amazigh, ça n'existe pas la peine de mort. On ne tue pas, on exile les gens. Il y a l'exil, et puis l'individu qui est exilé peut revenir après 10 ans, 15 ans, avec une réconciliation, etc. Mais on ne tue pas, il n'y a pas la peine de mort dans la tradition amazigh. Donc aujourd'hui, pour défendre l'abolition de la peine de mort, on se recourt au référentiel international des droits humains, mais également à la culture ancestrale amazigh. Il y a également la violence contre les femmes. Il y a des lois amazigh qui sanctionnent l'homme qui frappe la femme. Le document qu'on a collecté dit que celui qui frappe sa femme va payer 4 mtqal. C'est la monnaie de l'époque. Et aujourd'hui, l'État du Maroc dit non à la violence contre les femmes. Il organise toute une campagne, il dépense beaucoup d'argent. Mais le courant conservateur considère que c'est une éducation pour la femme. C'est l'éducation des femmes. Ils considèrent que ça fait partie de la tradition religieuse et ils utilisent même des textes, malheureusement. Donc, pour contrer les conservateurs qui se basent sur la tradition religieuse, il faut absolument utiliser également la tradition amazigh, la tradition de la culture populaire qui sanctionne l'homme qui frappe la femme. Alors, dernière réponse, c'est note d'optimisme. Est-ce que j'ai une note d'optimisme? Merci d'avoir posé cette question. Je suis là justement parce que je suis optimiste. Et je continue le combat parce que je crois qu'on a un monde meilleur.
Ou bien, si on est optimiste, on va s'arrêter, on va plus... Non, je crois que les points forts pour l'avenir, c'est justement la nécessité de s'unir. Tout le courant, les courants démocrates et modernistes au Maroc, ils sont dispersés, comme a dit notre ami, mais aujourd'hui, ils sont obligés de s'unir parce qu'il y a un danger commun. C'est de reculer, de revenir en arrière. Et c'est très dangereux. Ce qu'on ne peut pas accepter, c'est de revenir en arrière. On avance à petits pas, c'est pas convaincant. Des fois, on reste figé, hein, mais ce qu'on n'acceptera pas, c'est de revenir en arrière. Donc, les points c'est-à-dire d'optimisme, c'est d'abord, il faut une réforme religieuse. Deuxièmement, il faut une réforme radicale de l'enseignement. Parce que dans l'enseignement des pays musulmans, il y a des choses vraiment catastrophiques qu'il faut essayer d'enlever, parce que ça forme les générations de fanatiques. Il y a des jeunes qui arrivent au baccalauréat et qui n'arrivent pas à choisir entre modernité et traditionnalisme. Et dans cette situation, c'est-à-dire ambiguë et d'anxiété, il y a des gens qui viennent les récupérer facilement. Il faut donc une réforme radicale de l'enseignement et qui soit basée sur les valeurs universelles. Et c'est ce qu'on a fait pour les manuels scolaires de l'Amazigh au Maroc. On a fait les manuels des 6 premières années du primaire basés sur des valeurs universelles, et dedans il y a les valeurs amazighes, de la culture amazigh, qui sont adaptées bien entendu aux valeurs universelles. Et il faut, ce travail qu'on a fait pour l'Amazigh, il faut que ça soit fait dans la langue arabe et dans tous les autres manuels scolaires. Il y a également la libération des médias, bien entendu, pour qu'il y ait un débat public qui reflète réellement, c'est-à-dire tous les besoins de la société. Les systèmes politiques continuent à monopoliser les moyens de communication et tous les canaux de communication et les médias. Et on fait passer que la pensée unique et qu'un seul point de vue. Et ça, c'est pas bien pour le processus de démocratisation. Il faut libérer les médias pour qu'il y ait un véritable débat public et pour qu'il y ait un peu plus de liberté. Parce qu'aujourd'hui, quand on est libre d'esprit, on est puni ou bien par le système ou par les conservateurs. On est menacé des deux côtés. Donc il faut qu'il y ait un espace beaucoup plus libre dans le monde musulman pour qu'il y ait un véritable débat, pour que les gens puissent avancer. Voilà, pour moi, c'est mes points d'optimisme. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Merci à notre conférencier. Je crois qu'on a vécu 2 moments qui se complétaient parfaitement. Un exposé avec des généralités sur l'islam et modernité, et ensuite un champ d'application, le Maroc, et du débat. Et un débat qui n'a pas dégénéré en fitna el-Kobra, en dispute catastrophique. Une information encore, s'il vous plaît. 2 informations, s'il vous plaît. La prochaine séance, c'est sur la Libye, le 6 mai prochain, à 18h, toujours dans cette même salle, la Libye. Donc, prochaine soirée, conférence, débat du Forcem. Et deuxième information, vous trouvez, si vous partez par en bas, un ouvrage qui est le produit d'un intellectuel collectif, comme on aurait dit autrefois, du Forcem, l'Algérie d'hier à aujourd'hui, quel bilan, qui a été édité tout récemment par toujours la maison Pouchen. Voilà.